Bien, bonjour. Merci d'abord à Étienne et Harold d'avoir organisé cette journée. Je vais parler surtout de Michel, mais je dirai quelques mots aussi sur Jean-Christophe, enfin très peu. Un homme. Karine vient de dire quelque chose. Il faut dire que ce que vous avez déjà entendu un certain nombre des choses que je vais dire par les orateurs précédents, mais je pense qu'au moins dans les vieilles pédagogies, la répétition n'est pas une mauvaise chose. Donc je ne vais pas présenter mes excuses pour ça. Ah. Appuie sur la barre d'espace aussi. Appuie sur la barre d'espace. Barre d'espace. Ah oui, voilà. Donc je vais lire cette carte postale qui m'était envoyée le 16 mai 1976 de Warwick. Cher Alain, coucou. Je crois que j'ai démontré la conjecture d'Arnold. Je l'ai écrit. Tu es probablement au courant que l'on ne m'a pas prise au CNRS comme chargé puisque je suis classé 8e et il y a, semble-t-il, 7 postes. Comment ça va? Grosse bise à toi et Nicole, Michel. Pardon. Voilà, qui est l'homme qui m'écrit cette carte postale en mai 1976 ? Un mathématicien, certes, et un très grand, mais aussi et surtout une personnalité qui, tel le héros de Mouzil qu'il aimait tant, ne peut se définir par cette seule qualité. Né en 1942 d'un père nord-américain communiste, Bernard Herrmann, et d'une mère française journaliste, Diane Verscher, remarié au peintre Roland Bierge, Michael Robert Herrmann est un homme complexe. Insomniaque, sujet à de fréquents accès de dépression, il lit alors que d'autres dorment, et sa culture jamais superficielle, que ce soit en politique, en musique, en peinture, en littérature et bien sûr en mathématiques, émerveille et bien souvent effraie ses interlocuteurs. Difficile de le mettre en défaut, sauf en biologie, dit Nicole, ma femme, qui avait trouvé cette parade, et malheur à qui n'était pas assuré de ses sources. Dans sa bibliothèque, Voltaire et Mouzil côtoient Pareto, Adam Smith et un océan d'ouvrages de mathématiques qui, à l'époque où son logement du 17 rue Rollin était trop petit, pouvait, telles les boîtes de papillons chez Laurent Schwartz, envahir jusqu'au placard de la cuisine. Je pense bien sûr à Laurent Schwartz, car c'est lui qui, venant d'être réintégré comme professeur à l'école polytechnique dont il avait été chassé en raison de sa signature du manifeste des 121, a permis à 5 jeunes élèves de se lancer dans la recherche mathématique. Le séminaire qu'il avait organisé à l'école fut le premier acte. Voici la rédaction d'un cours signé Herrmann. Le deuxième acte avait été la création, lors de notre sortie de l'école, fin 1965, du Centre de mathématiques de l'école polytechnique, dont nous avions aujourd'hui Centre Laurent Schwartz, dont nous avions fièrement pris possession sous l'œil ferme mais attendri de mademoiselle Poudérousse, responsable du secrétariat. L'année suivante, Laurent Schwartz nous avait tous fait rentrer au CNRS, on croit rêver, enfin tous sauf Michel, qui, bien qu'ayant obtenu en 1970 sa réintégration dans la nationalité française, ne put y entrer qu'en 1974 et fut tout d'abord attaché de recherche au Centre de mathématiques, puis assistant à Paris 13, comme l'avait déjà dit Harold. En 1976, Michel résout enfin la conjecture d'Arnold qui l'obsédait depuis tant d'années. Et Marie-Jo Lécuyer, qui est ici, se souvient qu'il avait mis dans son petit bureau du Centre de mathématiques une affiche « Ce bureau est réservé à la résolution de la conjecture d'Arnold ». Ses amis proches, comme Harold l'a rappelé, ont le souvenir d'appels téléphoniques, souvent tard dans la nuit, annonçant tantôt une preuve, tantôt un contre-exemple, qu'il démolissait lui-même le lendemain. Sa démonstration ayant résisté à une dissection aussi implacable qu'admirative par Pierre Deligne, Adrien Douady, Harold Rosenberg et Dennis Sullivan, il peut enfin soutenir sa thèse de doctorat d'État intitulée « Sur la conjugaison différenciable des difféomorphismes du cercle à des rotations ». Premier résultat non perturbatif sur les petits diviseurs, cette thèse est un tour de force technique et conceptuel, et à ceux qui seront frustrés par la présentation succincte que je vais en faire, mais enfin vous en avez déjà entendu parler, je ne peux que conseiller la belle description qu'en a donnée Dennis Sullivan dans le numéro 88 d'avril 2001 de la Gazette des mathématiciens, en grande partie consacrée à Michel.
Donc j'arrive maintenant effectivement devant un défi. Les travaux de Michel concernent la plupart des aspects des systèmes dynamiques. Et chaque fois, ses contributions sont d'une exceptionnelle profondeur. En grande partie issues des travaux d'Henri Poincaré sur le problème des trois corps, comme l'a rappelé Étienne, les questions qu'il a abordées vont de l'analyse, théorie analytique des équations différentielles, à la topologie, étude qualitative des comportements asymptotiques des solutions, et aux probabilités, théorie ergodique, en passant par l'arithmétique, approximation diophantienne, et l'algèbre, structure des groupes de difféomorphisme. Mais voilà, Étienne et Harold, organisateurs de cette journée, m'ont demandé d'éviter les équations. S'agissant de Michel, le défi est rude. Comme Yves vient de le rappeler, l'analyste au plein sens du terme, il vivait dans les équations et les chérissait d'autant plus qu'elles étaient difficiles à analyser. J'ai choisi deux thèmes, tous deux étroitement liés à Arnold, la conjecture d'Arnold, dont vous avez déjà entendu parler, sujet de sa thèse, que je viens de mentionner, et la stabilité en mesure des systèmes planétaires, objet de ces derniers séminaires dont il n'a pas eu le temps de faire une rédaction définitive et qui fait écho à la première conférence d'Étienne. Donc j'ai mis sur ce transparent un petit peu l'histoire et les noms importants dans cette fameuse conjecture d'Arnold. Alors j'ai mis une conjecture d'Arnold parce qu'il y en a eu plusieurs, mais pour Michel, c'était la conjecture d'Arnold. Donc en 1885, Poincaré définit le nombre de rotations d'un homéomorphisme du cercle. Alors, Étienne vous a montré, même sur une animation, donc on prend le cercle, et la première transformation que l'on peut considérer sur le cercle, c'est une rotation d'un angle fixé, 2π fois alpha, et il vous a rappelé, ou il vous a montré, que l'orbite d'une telle rotation, donc l'orbite, c'est-à-dire vous partez d'un point, puis vous faites une rotation de cet angle de pi alpha, puis vous faites de nouveau la même rotation, etc., et vous itérez. Et si alpha est un nombre rationnel, p sur q, quotient de deux entiers, eh bien cette orbite est finie, et on parle d'une orbite périodique. Et au contraire, si ce nombre alpha est irrationnel, eh bien les points de l'orbite ne sont jamais confondus, ils sont tous distincts, et ils s'approchent arbitrairement près de chaque point du cercle. On dit que l'orbite est dense. Je pense que c'est Hermann Weyl qui, le premier, a formellement démontré ce théorème. Alors maintenant, en 1885, que fait Poincaré ? Eh bien, il prend une transformation continue du cercle. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une transformation qui, d'une part, n'a pas de déchirure, et d'autre part, ne revient pas en arrière, qui est injective et bijective, et donc qui peut-être étend certains arcs de cercle, en contracte d'autres. Et pour une telle rotation, il définit... Pardon, vous me l'aviez rappelé, j'ai oublié. Il définit un nombre de rotations, 2π alpha, qui est une sorte d'angle moyen de rotation et qui est caractérisé chez Poincaré par le fait que si alpha est irrationnel, en tout cas, eh bien, l'ordre des points sur le cercle est le même que pour la rotation 2π alpha, ce qui est une propriété profonde et remarquable. D'ailleurs, dans sa thèse, Michel donnera une autre caractérisation à partir de la théorie de la mesure de ce nombre de rotations qui sera très importante. Alors en 1932, Dangeois montre qu'en fait, une transformation quelconque, et d'ailleurs comme le pensait Poincaré avec l'image des groupes fuchsiens, une transformation générale d'angle de rotation 2π alpha avec alpha irrationnel est très différente, si elle n'est simplement que continue, est très différente de la rotation. En fait, ce qui se passe en général, c'est que les points d'une orbite vont s'accumuler sur ce qu'on appelle un ensemble de Cantor, c'est-à-dire un ensemble dont le complémentaire est une infinité d'intervalles de taille, bien sûr, de plus en plus petite, et donc très différent de la rotation dont les orbites sont denses. Mais par contre, ce que montre Dangeois, c'est que si l'application a un peu de régularité, c'est-à-dire, par exemple, si elle est deux fois dérivable, donc je ne vais pas redéfinir ce qu'est une dérivée, eh bien, à ce moment-là, il y a une conjugaison topologique avec la rotation, c'est-à-dire que si on mesure de façon différente les points sur le cercle, en faisant ce qu'on appelle une conjugaison par une transformation continue, eh bien, on va se ramener à une rotation, et donc les propriétés de cette transformation seront les mêmes que celles d'une rotation. Alors, il faudra attendre 1961 pour qu'Arnold, Vladimir Arnold, montre
que, en fait, si la transformation d'une part est suffisamment régulière, par exemple c'est infini ou analytique, et si d'autre part elle est suffisamment proche, dans un certain sens aussi c'est infini ou analytique, de la rotation d'angle de pi alpha avec alpha irrationnel, eh bien elle sera non seulement conjuguée de façon topologique, c'est-à-dire par une transformation du cercle qui est continue à la rotation, mais par quelque chose de régulier, d'aussi régulier, de C infini ou d'analytique. Et la condition est cette condition diophantienne qui a déjà été écrite, montrée par Étienne dans la vidéo qu'on a vue sur une des conférences de Michel, à ceci près que j'ai appelé tau au lieu de bêta l'exposant du dénominateur. Et donc, pour les nombres de rotation qui sont dans ce sens mal approchés par les rationnels, on a ce théorème local d'Arnold. Et donc, ce que montre Michel en 1976, c'est que ce théorème est en fait global. Alors, il ne le montre pas pour ces nombres précis satisfaisant cette condition diophantienne, il le montre pour cette condition absolument extraordinaire qu'il avait trouvée grâce à la collaboration avec Pierre Deligne. Et il faudra attendre 1984 pour que Jean-Christophe, donc l'élève de Michel, montre en fait le même théorème, mais sous la condition optimale, qui est la condition qu'avait Arnold pour le théorème local. Alors, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ces questions de mathématiques et de régularité, cela peut sembler un petit peu anecdotique de passer du théorème de Dangeois, où on a déjà une conjugaison continue avec la rotation, au théorème de Michel et de Jean-Christophe, dans lequel cette conjugaison devient différenciable. Mais il faut comprendre que l'existence d'une conjugaison continue, mais ça ne donne rien de plus que le fait que les orbites sont denses, et ça ne dit rien de plus. Par contre, la conjugaison régulière, ça permet d'appliquer à ces transformations générales tout l'arsenal de l'analyse et de la théorie des probabilités, de la théorie de la mesure. Donc c'est absolument une différence fondamentale. Alors j'emploie le mot résonance. En fait, Étienne en a déjà parlé. Parce que ces conditions d'être bien ou mal approchées par les nombres rationnels sont très liées à cette notion de résonance. Donc, en fait, ne pas écrire l'équation homologique ou cohomologique, suivant les goûts, à l'origine de ces chers petits diviseurs auxquels les astronomes s'étaient heurtés dès le XVIIe siècle est une gageure que je ne ferai pas même semblant de tenir, et dans le transparent suivant, je vous les montrerai. Au commencement est la notion de résonance, à la base de l'interdiction faite aux compagnies militaires de marcher au pas sur un pont, une résonance entre la fréquence de leur marche et une fréquence propre de vibration du pont pouvant conduire à des oscillations qui, s'amplifiant sans limite, pourraient provoquer l'écroulement de ce dernier. Pour les astronomes, il peut s'agir de résonance orbitale, c'est-à-dire de la presque commensurabilité des périodes de rotation de certaines planètes autour du Soleil, comme je crois que tu l'avais rappelé, Saturne fait à peu près 2 révolutions complètes alors que Jupiter en fait 5. Pluton fait à peu près 2 révolutions complètes alors que Neptune en fait 3. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, les vitesses de rotation étant différentes, il se trouvera un moment où la distance, disons, entre Jupiter et Saturne, dont on peut supposer que leurs mouvements ont lieu pendant un grand nombre de révolutions sur une ellipse keplérienne, sera la plus petite possible. Et si la résonance était parfaite, il en serait exactement de même au bout d'un temps pendant lequel Saturne aurait accompli ses 2 révolutions et Jupiter les 5. Autrement dit, à des instants se reproduisant à intervalles réguliers, eh bien, ces planètes s'attireraient avec une force particulière, et l'effet cumulatif, bien qu'il soit très petit sur les trajectoires, pourrait devenir important, alors qu'en l'absence d'une telle résonance, ces rencontres proches seraient réparties de façon plus ou moins uniforme dans le temps. Donc le seul transparent vraiment mathématique que je me suis autorisé à faire, malgré l'interdiction d'Étienne et Harold, c'est pour donner l'exemple le plus simple où interviennent ces petits diviseurs, et qui est lié aux séries de Fourier. Et donc, si vous prenez, donc je présente mes excuses aux gens non mathématiciens, mais c'est quelque chose le plus simple que j'ai pu trouver. Si vous prenez une fonction d'intégrale nulle g sur le cercle,
que vous développez en série de Fourier, g de θ égale sigma des Gn et puissance 2 pi n θ. Il faut supposer que sa moyenne est nulle aussi, c'est une condition nécessaire pour que l'équation que je vais écrire puisse être résolue. Et si vous cherchez une fonction f sur le cercle, qui elle-même s'écrive comme une série de Fourier, sigma de fn et puissance de pi n θ, et qui vérifie cette équation, ce qu'on appelle une équation aux différences ou une équation homologique ou cohomologique, f de θ plus alpha moins f de θ égale g de θ, eh bien, c'est très simple. Un lycéen peut résoudre cette équation au niveau des coefficients de Fourier. Vous trouvez que le coefficient fn de f, c'est le quotient de Gn par justement ce petit diviseur et puissance 2 pi n alpha moins 1. Alors pourquoi petit diviseur? Parce que si alpha est un rationnel, m sur n, vous voyez que le dénominateur devient e puissance 2 pi m alpha, c'est-à-dire que e puissance 2 pi m et puissance 2 pi n, puisque m est entier, c'est un nombre de tours. Autrement dit, sur le cercle, c'est simplement égal à 1, et donc le dénominateur est nul et le coefficient explose. Et donc si le nombre rationnel est trop près, et le nombre irrationnel est trop près d'être rationnel, eh bien ces coefficients, bien que non infinis, vont devenir si grands que ça va faire complètement diverger les séries et qu'on n'a plus du tout ces propriétés de régularité. Donc voilà, c'est tout pour les mathématiques. Et je passe au deuxième exemple des travaux de Michel dont je voulais parler, la résonance d'Hermann. Un autre type de résonance exacte, cette fois, fut découverte par Michel lorsque, dans la deuxième moitié des années 90, il s'attaqua au problème de la stabilité des mouvements planétaires. Un célèbre théorème de Vladimir Arnold, encore lui, avait affirmé cette stabilité si les masses planétaires sont suffisamment petites pour la plupart des systèmes à deux planètes, lorsque les mouvements de celles-ci autour de la masse centrale sont presque circulaires. Mais sa démonstration péchait dans le cas de mouvements dans un espace à 3 dimensions. Et Philippe Robutel, qui est dans notre équipe à l'Observatoire, l'équipe Astronomie et Systèmes Dynamiques, Philippe Robutel évoque ce jour de 1994 où, lors d'une des fréquentes visites de Michel dans l'équipe Astronomie et Systèmes Dynamiques que Jacques Lascar et moi avions créée à l'Observatoire, il lui avait appris que la démonstration d'Arnold ne valait pas dans le cas spatial. Et on va rejoindre quelqu'un qui en a parlé il n'y a pas longtemps. Il se souvient aujourd'hui encore du sourire ravi qui avait éclairé le visage de Michel. S'attaquant au problème, ce que Michel découvre dans le cas des mouvements dans l'espace à 3 dimensions est une généralisation à un nombre quelconque de planètes d'une relation connue depuis le temps de Newton dans le problème de la Lune, mais curieusement ignorée dans le cas général, et en particulier par Arnold 40 ans plus tôt. Donc là, j'ai représenté le plan de l'écliptique comme plan horizontal et le plan d'une orbite keplérienne, donc, qui est approchée, bien sûr, mais pendant un certain temps, c'est assez raisonnable, de la Lune autour de la Terre. Et il se trouve que lorsqu'on ne tient pas compte dans les équations des termes contenant un produit d'au moins 2 masses planétaires, et donc a priori très petit, je vous rappelle que la masse de la plus grosse planète, c'est 1/1000 de la masse du Soleil, et c'est pareil, la Lune, ce n'est pas tellement une question de masse, le rapport des masses n'est pas si petit, c'est une question de rapport de distance entre le Soleil, la distance du Soleil à la Terre et de la Lune à la Terre, mais c'est aussi un problème de perturbation. Eh bien, si on ne tient pas compte de ces termes très petits, eh bien, on constate que le temps que met l'apogée, alors l'apogée c'est l'opposé du périgée, c'est le point le plus lointain sur l'orbite de la Lune par rapport à la Terre, eh bien, pour faire un tour complet, disons dans le sens direct, est exactement égal, c'est-à-dire 18 ans, au temps que met le nœud, c'est-à-dire l'intersection du plan du mouvement elliptique et de l'écliptique, à faire un tour dans le sens rétrograde. Alors en fait, ce n'est pas du tout les observations, parce que en réalité, le périgée, là où l'apogée, met 9 ans et non pas 18 ans à faire ce tour. Et donc, ça a conduit à ce qu'on a appelé la crise de l'apogée, qui a été une crise très grave de la théorie newtonienne. Clairaut, devant l'Académie, en 1747, dit qu'il faut revoir la loi de Newton, ça ne marche pas. Et je pense que Newton, d'ailleurs, connaissait ce problème, mais bon. En fait, faisant des calculs au deuxième ordre, il se trouve que le deuxième ordre des perturbations est à peu près équivalent en termes de grandeur au terme du premier ordre et permet cette correction, et on retrouve les 9 ans corrects.
Et donc, je crois que c'est en 1749, Clairaut fera une nouvelle communication devant l'Académie pour dire, ben non, la loi de Newton est compatible avec les observations. Et en fait, si vous lisez l'article Lune dans l'encyclopédie qui a été écrit par d'Alembert, mais vous verrez les quelques lignes où d'Alembert est très amer en disant qu'on ne l'a pas reconnu à sa juste valeur, parce qu'il avait fait ses calculs mais ne les avait pas publiés, et donc l'honneur est revenu à Clairaut et non pas à d'Alembert. Alors, la démonstration générale de stabilité donc, fut exposée par Michel au cours de longues séances de séminaire, mais sa mort prématurée ne lui a pas laissé le temps de rédiger sa démonstration, dont l'idée centrale est simple et belle, mais enfin je ne vais pas vous l'imposer ici. Et c'est Jacques Féjoz qui, complétant la rédaction, a clos ainsi ce beau morceau de mécanique céleste. Alors je vais terminer par quelques remarques à la fois sur la façon dont Michel travaillait. On a déjà vu ces vidéos, et aussi sur un transparent sur Jean-Christophe, et puis je terminerai un petit peu de nouveau sur la personnalité de Michel. Donc, le groupe de mécanique céleste, je voudrais parler juste quelques mots du groupe de mécanique céleste, du milieu des années 80 jusqu'en 1991. Michel a dirigé un groupe de travail qui se réunissait en matinée le jour de son séminaire de système dynamique au Centre de mathématiques de l'École polytechnique. Et j'en ai parlé dans le numéro de la Gazette que j'ai déjà cité. Et je voudrais aujourd'hui en retenir un bel exposé conjectural de Jean-Christophe sur les configurations centrales de 4 corps, dans lequel le groupe affine joue un rôle inattendu. Donc voici la première page de cet exposé de Jean-Christophe. C'est une idée absolument remarquable et qui n'a pas encore été vraiment exploitée aujourd'hui et qui a conduit à une conjecture qui n'est toujours pas démontrée sur ces configurations centrales de 4 corps, qui sont des configurations particulières qui ont la propriété que sous l'influence de l'attraction newtonienne, si vous donnez des vitesses initiales convenables, eh bien la configuration va tourner comme un corps solide sans se déformer. Et donc c'est quelque chose qui est toujours ouvert. Et Jean-Christophe avait fait un exposé dont j'ai encore le souvenir, qui est absolument remarquable, et dont voici ce premier transparent. Je veux dire que ce séminaire est toujours vivant aujourd'hui, et embrassant tout le champ des systèmes dynamiques, il perpétue l'école que Michel avait créée avec ses élèves. Donc vous avez déjà vu cette vidéo qu'a montré Étienne. Voilà un transparent typique de Michel. Et vraiment, je l'entends encore commencer sa conférence en disant, voilà, Tn égale Rn sur Zn et le tore de dimension n, R alpha et la rotation d'angle alpha. Et vous voyez, sur ce transparent, on commence par donner toutes les notations de façon très précise, afin que les théorèmes soient énoncés de façon précise et qu'ils soient démontrés, ce qui n'est pas le cas de tous les séminaires aujourd'hui. Et je voudrais finir sur cette personnalité qu'on a déjà évoquée de Michel, d'être sans compromis. C'est sans doute la meilleure caractérisation de Michel. J'ai dit en commençant que ses positions étaient toujours étayées par son immense culture, fruit de lectures souvent nocturnes. Impossible dans une conversation avec lui d'avancer une quelconque affirmation ne reposant pas sur des sources explicites. Impossible pour ses élèves d'utiliser dans leur travail des résultats qu'ils ne sauraient pas démontrer, et ce, même s'agissant de résultats dont la validité n'est pas en cause. Et ce qui valait pour les affirmations mathématiques valait également dans la moindre conversation sur l'histoire ou la politique, ou bien dans ses relations avec l'université. Donc voilà une lettre de démission qui a été envoyée le 9 novembre 1987 à Bernard Moret, qui était alors président de la commission de spécialistes, que je vais peut-être lire si j'ai le temps, parce que je pense que ça serait toujours valable en grande partie aujourd'hui et que c'est quelque chose sur lequel il est bon d'insister. Cher Moret, j'ai décidé de démissionner de la commission de spécialité et d'établissement 23e section de l'UER de mathématiques. Ma décision est motivée par des raisons personnelles et tout particulièrement parce qu'il m'est très pénible de porter un jugement sur 4 mutations dans la seule journée du 12 novembre. La réunion commence à 16h. À l'heure où j'écris, je ne connais même pas la liste des candidats au poste autres que les mutants, et encore moins leur dossier. Je trouve que la rapidité avec laquelle sont prises les décisions de recrutement des postes à l'UER de mathématiques de Paris 7 n'est pas conforme à l'idée que je me fais d'une évaluation scrupuleuse et honnête des qualités mathématiques, voire des lacunes de tous les candidats. La rapidité des décisions a pour conséquence que la lecture des rapports lapidaires,
les impressions, les bruits de couloir, les motivations de politique scientifique ou extra-scientifique remplacent l'étude des travaux et des théorèmes de tous les candidats. En arrivant ce matin 9 novembre au centre de mathématiques, je reçois tes lettres du 29 octobre me demandant de remettre pour le mardi 10 novembre, au plus tard, 2 rapports, un sur Martin Zerner et un sur Rémy Langevin. Martin Zerner qui est malheureusement décédé. Il va sans dire que c'est matériellement impossible. Zerner et Langevin sont des mathématiciens très sérieux qui méritent un travail d'évaluation honnête. Je pense que même en travaillant pendant 10 jours à temps plein, j'aurais du mal à leur rendre justice. D'après mon expérience comme éditeur de revue, les référés mettent souvent 4 à 6 mois à lire un article d'une 40aine de pages. Il est maintenant de plus en plus fréquent que ces référés envoient des rapports au bout de 6 mois sans avoir lu sérieusement l'article. Bien cordialement, Michel Herman. Alors je vais terminer sur une image. Michel Lavalette, qui avait pris la suite de Mademoiselle Poudérou dans la direction du secrétariat du Centre de mathématiques en me rapportant une des dernières réactions de mécontentement, a conclu en vrac, c'était Michel, bougon, généreux, odieux et adorable. Je crois que ça rejoint assez ce qu'a dit Karine. Et je terminerai sur l'émouvant dessin que Marie-Jo Lécuyer, qui est ici présente, qui avait, avec Michel Lavalette, dactylographié sa thèse, avait fait lors du colloque international d'hommage qui s'était tenu à l'Institut Henri Poincaré en novembre 2002. Et, joli pied de nez aux mécréants que Michel et moi étions tous deux, la photocopieuse que j'avais utilisée pour tirer l'affiche du colloque a accouché d'un miracle. Je dois le reconnaître. Donc voilà, à gauche, le dessin de Marie-Jo, avec une trame qu'a faite l'appareil photo. Et voici à droite ce qu'a sorti la photocopieuse. La feuille s'est littéralement couverte de fumée sous forme de zébrure verticale dont l'origine, la perpétuelle cigarette que Michel était en train de fumer, ne fait aucun doute. Impossible en contemplant ce dessin de ne pas apercevoir cette silhouette souriante et pensive au pied du bâtiment de Chevaleret. Voilà, je vous remercie. Merci Alain. Y a-t-il des questions? Oui. Marie-Jo? Ouais. C'est bon, oui, je vais pas te poser la question. Qui a fait là? C'est une photo de Jean-Christophe qui a été travaillée. C'est moi. Pardon? C'est moi. Ah bon, parfait. Ben voilà, merci. C'est un travail collectif. J'ai cherché quelque chose pour cette journée. J'ai pris le dessin photocopié de Michel Herman, et puis je voulais faire quelque chose d'analogue, et puis j'ai pris une photo qu'on voit souvent de Jean-Christophe, et j'ai trouvé que c'était sympa. On avait un peu tout le monde se moquait un peu de sa canne qu'il n'utilisait pas tout le temps. Voilà. Mais non, mais j'ai fait une grande canne exprès. Hein. Comment? J'ai fait une grande canne exprès, c'est ça. Voilà. Et donc oui. je trouvais que c'était sympa de voir, ça expliquait un peu la connivence entre les deux personnes. Absolument, c'est super. Et César, qui doit être dans le coin, il a rajouté de l'aspect photocopie un petit peu partout. C'est un travail collectif. Non, c'est très la canne me rappelle que j'ai oublié de lire un passage où j'en parlais. Voilà. Moi, j'aurais une question à poser sur... on a beaucoup entendu parler d'Arnold aussi, qui est omniprésent dans la carrière de Michel. Et Arnold aussi, qui est un personnage avec un caractère bien trempé. Oui. Ce que j'aimerais savoir, c'est quel a été le rapport entre Michel et Arnold au moment de la preuve de la conjecture d'Arnold. Est-ce qu'il a été satisfait? Est-ce qu'il a montré un enthousiasme? Je ne saurais pas te dire. Par contre, je peux témoigner de l'attitude d'Arnold lorsque justement cette faute a été découverte. Arnold n'avait pas vu cette résonance d'Hermann, ce qui donc faisait que sa preuve ne tenait pas dans le cas spatial. Et quand Jacques Féjoz a rédigé complètement la preuve que Michel n'avait pas eu le temps de finir d'écrire, et Jacques a fait un séminaire devant Arnold, et en fait Arnold lui a écrit
quand il a publié le papier où il mettait théorème d'Arnold, et Arnold a tenu à écrire « Non, ce n'est pas un théorème d'Arnold, ma démonstration ne tenait pas, et vous ne devez pas l'appeler, vous devez l'appeler, je ne sais plus comment, mais ça n'était pas théorème d'Arnold. » Donc c'était pour montrer l'honnêteté d'Arnold vis-à-vis de ce qu'avait fait Michel. Mais par contre, sur la thèse elle-même, je ne sais pas. J'imagine qu'ils ont eu de nombreux contacts. Bien sûr, bien sûr. Non, mais Arnold admirait beaucoup Michel, c'est évident. Et réciproquement, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question là-bas, oui. Oui. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Tous les problèmes, les problèmes dont vous avez parlé, ça vient de Poincaré, et puis le problème de la stabilité du système solaire. Alors, j'ai quelques questions. Il y en a qui disent que tous les 250 millions d'années, il peut se passer quelque chose, et puis il y en a d'autres qui disent c'est 450 millions, et c'est l'un ou l'autre. Et maintenant, je crois que le problème a vraiment été résolu par les Russes, c'est-à-dire qu'ils en ont fait un calcul de probabilité. Probabilité qu'il y ait des conjonctions entre les planètes et qu'il fasse qu'il y en a une petite, une grosse, une moyenne, qui sortent du système. Il y a une très jolie vidéo qui a été faite sur ce problème par Jacques Lascar, donc, qui est membre de cette académie et qui est sans doute la personne au monde qui comprend le mieux ce problème de chaos dans le système solaire. Et il y a différents phénomènes possibles. Par exemple, il n'est pas exclu qu'au bout de peut-être 1 milliard d'années, il y ait des rencontres proches de Vénus et la Terre, par exemple, ou même des collisions. Donc, effectivement, les seules choses que l'on puisse faire, ce sont des calculs de probabilité, comme vous le dites. Alors, je ne vais pas donner des chiffres exacts ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de chaos dans le système solaire, par exemple, et sur les travaux de Jacques Lascar, que je connais bien, puisque nous sommes associés depuis très longtemps dans cette équipe, eh bien, ce qu'a fait Jacques Lascar, ce n'est pas simplement un calcul numérique montrant qu'il y a du chaos. Ce qu'il a fait, c'est d'identifier quelles étaient les résonances, justement, ou bien entre des mouvements séculaires, ou bien entre des mouvements orbitaux, dans ce système solaire extrêmement compliqué, qui créait ce chaos. Et en fait, ces solutions numériques, alors je ne saurais pas si c'est sur 50 000 ans ou plus, sont maintenant utilisées par les géologues pour dater certaines périodes géologiques. Autrement dit, en comparant les fréquences qui se trouvent dans cette analyse numérique à long terme du système solaire et les fréquences que l'on trouve dans les calottes glaciaires profondes, alors il faut se dépêcher avant qu'elles ne disparaissent, font qu'on arrive à caler certaines époques zoologiques sur ces travaux sur la dynamique du système solaire. Donc, effectivement, il y a ce chaos, mais il y a quand même, comme je crois que tu l'avais dit, il y a cette structure qui est toujours très forte, et grâce à cette structure du système, on est capable de faire des prédictions d'un certain type qui ne sont pas des prédictions de la Terre sera à telle époque, à tel endroit, ça c'est impossible, mais on peut faire des prédictions du type de fréquence, du type de résonance, etc., qui vont se produire. Peut-être que je peux ajouter ce qu'on est précisément là à la limite entre les mathématiques et la physique, que, comme j'ai essayé de le dire et comme on l'a tous dit, Michel Hermann était avant tout un mathématicien. Donc il s'intéressait aux problèmes de la dynamique de 3 corps ou 4 corps ou 10 corps de manière purement mathématique, sans se poser des questions de savoir si la réalité physique, c'est-à-dire est-ce que le système était vraiment formé de points matériels, est-ce que c'était vraiment un système hamiltonien, est-ce qu'on tenait compte des forces de frottement ou des forces non purement gravitationnelles qui peuvent complètement changer la question et qui, pour le coup, relèvent du travail du physicien plus que du travail du mathématicien. Mais enfin, je crois que c'est important de le rappeler. Là aujourd'hui, on parle plus de... J'ai plus grand respect pour la physique, la question n'est pas là, mais le travail de Michel Hermann était avant tout un travail de mathématicien qui, je crois,
s'en fichait un peu de savoir si dans ces 450 millions d'années, il y aurait un choc. Enfin, pas directement. Ce n'était pas vraiment sa motivation principale. Je modérerais un peu ce que tu dis là, parce qu'en particulier, il venait très souvent nous voir à l'Observatoire et il parlait très souvent, justement, en particulier avec Philippe Robutel ou avec Jacques. Non, il voulait vraiment savoir ce qui se passerait pour le système solaire, par exemple. D'accord. Oui, il y a des questions. Il y a d'abord une question là-bas de Bassam. Oui, Bassam, vas-y. Oui, non, moi je voulais juste faire une remarque sur la question Arnold, la réaction d'Arnold. Moi, je l'ai eu de sources russes que Arnold, quand il a appris, il a dit « Quoi ? Quelqu'un a résolu ma conjecture, ma grande conjecture ?» Après, silence radio, ignorance totale, un peu froid, en fait. Et de l'autre côté, Herman admirait beaucoup Arnold, mais quand on en parlait au présent d'Arnold, il le disqualifiait d'un revers de main en disant « De toute façon, il ne fait plus de dynamique, c'est trop compliqué la dynamique. » C'est vrai. Et moi, en tant qu'étudiant d'Arnold, de Herman, non, mais parce que mes amis étaient étudiants de Arnold, ils étaient un peu... Sous le charme total, donc on se retrouvait avec lui et j'aimais beaucoup lui poser des questions. Et lui, il aimait parler, donc ça allait bien. Toi aussi, je crois. Entre nous. Et donc il insultait tout le monde, en gros, de Sinaï au plus bas, au plus haut, au Katok, tout le monde, mais pas Herman. Jamais, il était respectueux pour Herman, c'était un peu fair play entre eux, donc voilà. Alors, à ce propos, je crois que Patrice montrera peut-être une citation d'Arnold, comme quoi la mécanique, c'est trop difficile pour les mathématiciens d'aujourd'hui. Raphaël ? Je voulais rebondir exactement sur ce que disait Bassam, en fait, et sur la relation assez compliquée entre l'école russe, essentiellement l'école de Kolmogorov, ça se réduisait par Arnold, il y avait Sinaï et puis en fait une ribambelle de très très grands mathématiciens autour. Et l'école justement autour de Michel. Et il y a peut-être je pense, un rendez-vous manqué là. Parce que en fait, moi j'ai effectivement au début travaillé énormément donc, dans le groupe de Michel, et Michel était très exclusif. Quand on travaillait avec lui, Yves l'a bien raconté, quand on travaillait avec lui, c'était difficile d'aller voir ailleurs. Et à un moment, je ne sais pas si c'est parce que je suis allé faire des maths appliquées, parce que je suis allé bosser avec les Russes, j'ai un peu le même truc. Michel a eu un sentiment de trahison, en fait, quand je suis parti bosser. Mais du côté russe, c'était pas évident non plus. Et je me souviens d'une expérience personnelle, parce que moi j'avais démontré un résultat qui était aussi une autre conjecture d'Arnold sur ce qu'on appelait la diffusion d'Arnold, donc ce que tu mentionnes sur les possibilités de planètes qui dérivent les unes vers les autres. Et Arnold m'avait invité, et pendant une semaine avait fait de moi le roi de Moscou, il n'y a pas d'autre mot, je veux dire, il me présentait à tout le monde, c'était le grand génie et tout. Et puis quand j'ai fait ma conférence devant toute la classe au MGU, à la fin de la conférence, il me dit « Mais qu'est-ce que tu as démontré que je ne savais pas ?» Et ça démontre un petit peu ce truc-là. Et je crois que si j'avais pas eu un père comme le mien qui m'avait entraîné à avoir des gens qui étaient durs comme ça, je me serais effondré sur place, quoi. C'était... Alors, si je peux répondre, tu parles de l'école russe, donc ça me donne envie de raconter une anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, ce que disait Arnold sur Kolmogorov, quand Kolmogorov a démontré, enfin, a annoncé en tout cas au congrès de 1954 le théorème qui est allé au début de la théorie CAM. En fait, Arnold explique que Kolmogorov ne cherchait absolument pas à montrer des tores avec des mouvements quasi périodiques, il cherchait au contraire à montrer l'existence de tores avec des mouvements chaotiques et ergodiques. Donc il est tombé là-dessus, mais en cherchant exactement l'opposé. Et d'ailleurs, ensuite, il a abandonné ça. Les personnalités de Kolmogorov et d'Arnold et de Michel étaient absolument opposées. Michel travaillait pendant très longtemps sur un sujet très profondément. Kolmogorov, une fois qu'il avait compris un truc, il passait à autre chose. Et il n'a plus jamais retravaillé là-dessus.
Moi, j'aimerais revenir sur un point que Harold a soulevé. J'aimerais avoir un peu ton sentiment. Donc, on a appris que la première publication, le premier théorème de Michel était en fait déjà connu et que ça l'a fait plonger dans une espèce de dépression. En effet, tous les mathématiciens connaissent cette expérience de démontrer un théorème et de se rendre compte après qu'il est déjà connu. Oui. Et j'aimerais savoir votre sentiment là-dessus, parce que moi, ça m'est arrivé souvent. Mais dans mes premières fois où ça m'est arrivé, je considérais ça comme étant en effet très déprimant et très, très dur. Mais au fur et à mesure que ma carrière avance... Tu t'es habitué. Non seulement je me suis habitué, mais des fois, la dernière fois que ça m'est arrivé, je me suis réjoui. Je me suis réjoui de voir qu'un certain monsieur en 1934 avait fait la même chose que moi. J'ai senti comme une espèce de complicité avec le passé. Oui. Et donc, tout à l'heure, Harold avait l'air de dire que c'était toujours la catastrophe qui tombe sur la figure. C'est ce que Loulipo appelle le plagiat par anticipation. Non, mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est vraiment toujours douloureux de faire la même chose que quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez des sentiments là-dessus? Donc, pour le premier article, oui, c'est un peu... Oui. Ça reste quand même douloureux. En tout cas, si on attache de l'importance à la chose qu'on a démontrée, si on considère que c'est important. Mais j'aime bien cette expression de plagiat par anticipation. Oui. Attendez, le micro va arriver. Vous avez oublié de mentionner le fameux cri d'Hermann à la fin de ses séminaires, BLC, bonjour les calculs. C'est vrai. En fait, j'ai oublié tout un passage où je voulais expliquer comment, après justement cette attaque qu'il avait fait s'abîmer le genou et donc porter des béquilles, comment Michel travaillait avec les transparents, non pas comme le font les gens aujourd'hui en présentant des images toutes faites, mais en écrivant, en se servant du rétroprojecteur comme d'un tableau, et en écrivant, il était assis à cause de son genou, et il écrivait, et effectivement, il y avait très, très souvent ce sigle BLC, bonjour les calculs, et ce qui caractérise très bien Michel. Personnellement, moi j'ai eu très souvent des discussions avec lui. Il aimait les choses quand elles étaient compliquées en mathématiques, alors que moi j'aime quand elles sont simples. Donc vous pouvez imaginer les discussions qu'on avait. Il y avait aussi un apport très important de Michel Hermann en théorie CAM, c'est l'introduction justement des techniques abstraites à base de théorèmes abstraits de fonctions implicites. Et les techniques de Nash-Moser. Oui, le théorème de Hamilton. Dont il a donné y a un séminaire Bourbaki de Bost là-dessus. Oui. Oui. Voilà. Et ça, c'est très important. Oui, bien sûr. D'autres questions? Ah, il y en a encore une là, oui. Une question là, ici à gauche. En fait, je m'excuse, mais c'est une question à Yves Meyer. Parce que tout à l'heure, on ne m'a pas vu, je n'ai pas pu lui poser. Mais c'est une question très simple. Dans les fractions continues dont vous avez parlé, est-ce que les AI sont aléatoires? Non, si alpha. C'est-à-dire, il y a des théorèmes... Il faut parler devant un micro. Oui. Donc, les AGI sont des entiers dans le développement en fraction continue. N'importe quelle suite d'entiers peut sortir, parce qu'en sens inverse, si vous prenez des entiers arbitraires supérieurs ou égaux à 1, par exemple, vous avez un nombre alpha. Donc, les AGI peuvent être des entiers n'importe comment. Alors, vous avez des théorèmes qui sont des théorèmes de type ergodique, et ça veut dire que si vous prenez un alpha au hasard, on a des résultats sur la distribution probable des AGI. Mais les AGI n'ont rien d'aléatoire. Une fois que alpha est donné, on prend le reste modulo 1 de alpha, c'est-à-dire on l'écrit A0, la partie entière, plus la partie décimale. On prend l'inverse de la partie décimale. L'inverse de la partie décimale est plus grande que 1. Donc, de nouveau, c'est un entier plus une partie décimale. Et on continue. Donc, on génère une suite d'entiers complètement déterministes à partir de alpha. En sens inverse, si vous prenez des entiers complètement arbitraires, vous avez un alpha. Donc il y a une correspondance biunivoque. L'intérêt des fractions continues, c'est que c'est une méthode algorithmique
pour calculer le degré avec lequel alpha est proche d'un rationnel. C'est-à-dire la meilleure approximation de alpha par des nombres rationnels dont le dénominateur n'est pas trop élevé est donnée par le développement en fraction continue. Donc ça permet de quantifier le fait que alpha soit un nombre diophantien, comme l'indiquaient les orateurs précédents. Et c'est une façon très efficace. Donc le très beau théorème de Michel Hermann donnant l'ensemble de mesure 1 est exprimé en développement en fraction continue. Et effectivement, ensuite, Yocose n'a plus besoin du développement en fraction continue, puisqu'il démontre que seulement une condition diophantienne, c'est-à-dire alpha loin des nombres rationnels, alpha moins p sur q supérieur à c divisé par q puissance 2 plus tau, une condition avec tau strictement positif, et une condition diophantienne suffit pour avoir conjugaison différenciable. Donc c'est un instrument technique qui est merveilleusement adapté au fait de déterminer si alpha vérifie une condition diophantienne ou non.